Bon, aujourd'hui, nous allons commencer le cours. C'est le dernier cours. Les addictions, aussi appelées toxicomanie ou pharmacodépendance. Un cours assez important dans la mesure où la toxicomanie est devenue un problème de santé publique en Algérie. Vous voyez dans le journal, la radio, la télévision, que ce problème est devenu vraiment un problème d'ordre national et parfois même existentiel pour certains pays. Par définition, il s'agit d'un état psychique résultant de la consommation périodique ou bien chronique d'une drogue, qu'elle soit naturelle ou scientifique, et cet état fait jouer un besoin compulsif, c'est-à-dire qu'on ne peut pas lutter contre, à prendre une drogue, soit pour supprimer l'effet qui sont inhérents à son absence, soit pour éprouver les effets psychiques que peuvent procurer la drogue. Plus généralement, on considère que la toxicomanie ou l'addiction est une rencontre d'une personne, un être, si vous voulez, d'une drogue et d'un environnement. Les définitions sont multiples, sont très multiples. Toutefois, il faut retenir cette définition. Il existe des addictions où il n'y a pas notion de drogue. Où il n'y a pas notion de drogue, il y a autre chose. Nous n'allons pas les aborder toutes, mais au fur et à mesure du cours, nous allons citer quelques-uns. Il existe quelques définitions. Là, vous n'allez pas les apprendre, mais vous allez vous inspirer pour comprendre le reste des cours. Syndrome de sevrage, tolérance aux effets, abandon progressif de progression. Ce sont le diagnostic de certitude, les éléments constituant le diagnostic de certitude. Les pharmacodépendances dites modernes. Il y a aussi les pharmacodépendances dites modernes. Mais c'est au cours des années 60 que l'évolution de la prise des drogues a véritablement changé. Il y a eu un mot de concentration populaire en Europe occidentale qui a fait que la jeunesse rejetait tout ce qui est société de consommation et tout ce qui est capitalisme et manifestait sa protestation, son refus par l'usage de drogues, plus particulièrement le crack, le LSD, le psychotrope, l'alcool. Dans notre pays, c'est dans les années 80. Oui, ça ne se rappelle pas très bien, on était encore psychiatré, mais dans les années 80, il y a eu quand même une grande expansion, voire même impressionnante, de la prise de drogue, kiff et surtout psychotrope. Ces derniers jours, dans les années 90, 2000, fin 2000, ou début 2000, il y a eu l'apparition de la fameuse cocaïne, produit extrêmement dangereux, très dangereux, et que le pays essaie de lutter contre l'approvisionnement en cocaïne, parce que c'est un produit trans-universel, c'est-à-dire que on le retrouve dans n'importe quel pays et son origine vient de l'Asie du Sud-Est, mais aussi de l'Amérique du Sud. Pour ce qui est de la signification, c'est-à-dire pourquoi, qu'est-ce qu'il y a derrière cette prise. On a essayé de faire un bilan psychologique pour savoir pourquoi il y a eu prise de drogue. Tout d'abord,
certains auteurs voient comme un mouvement de protestation. J'ai eu l'idée que le mouvement de mai 68 en France a fait que les jeunes commencent à contester l'autorité des adultes, des âgés civils. Et une des manières de montrer leur protestation est de s'adonner à cette prise de toxines. On peut aussi retrouver recherche d'un plaisir interdit, tout ce qui est interdit est recherché, ou bien comme équivalent suicidaire, donc quelque chose qui s'apparente au suicide, D'autres voient une grande intégration, un mouvement d'intégration d'un groupe. Certains marginaux ne s'y trouvent pas dans la société, donc ils constituent des petits groupes et ils commencent à s'adonner à la drogue. Et la drogue constitue un lien entre ces différents éléments pour constituer ce groupe de délinquants intégrés. Bien sûr, beaucoup de troubles psychiatriques dans leur tableau clinique peuvent y avoir ce qu'on appelle une conduite toxicomaniaque. Nous avons parlé des personnalités, évidemment dans beaucoup de personnalités, on trouve des conduites addictives, telles que la personnalité antisociale, narcissique ou borderline, ou encore des personnalités limites. Aussi dans certains états psychotiques, voire même dépressifs ou névrotiques. Pour ce qui est de l'alcool constitue pas une véritable psychomanie. Parce que dans certains pays, l'alcool, dans beaucoup de pays, l'alcool est consommé le plus normalement du monde et les vendu. On a des impôts, on le vend, on achète, il y a des bars, des restaurants, on sert de l'alcool. Donc c'est un produit licite. Mais, vu la dépendance qu'il entraîne, il est intégré dans le grand chapitre de toxicomanie. Mais c'est un produit qui est un peu particulier, très particulier, dans la mesure où il est socialement prohibé, c'est-à-dire accepté dans certaines sociétés. Pour nos musulmans, il est interdit, on n'a pas ce problème. De même que le cannabis. Le cannabis, il est mieux toléré que d'autres produits. Celui qui prend des kifs, celui qui prend des psychotropes, celui qui prend des kifs, il est mieux toléré. Pas accepté, mais toléré. Ah oui, c'est des kifs. Allez. Classification des substances psychoactives. Classification des substances psychoactives. Bon, il faut savoir que dans certaines, pour ce qui est de la toxicomanie, certains métiers, on observe qu'il y a quelques conduites toxicomanes. Il y a le métier de coiffeur, le métier de docker. Dans certaines circonstances, il peut y avoir la prise de cette drogue, telles que les baptêmes, lorsqu'il y a naissance d'enfants, les fêtes. Les gens, les petits jeunes, les adolescents se regroupent et commencent à prendre des kits. Aussi certains produits, certains métiers, tels que le métier de coiffeur, le métier de docker, on trouve parmi les gens qui exercent ce métier quelques conduites ou vraiment des conduites toxicomaniaques. Aussi, il y a un genre de toxicomanie qui a été induit par la prescription médicale. Ce sont les benzodiazépines, les tranquillisants. Et on met un sujet sur une benzodiazépine qui prend 5 micromètres et parfois on arrive mal à gérer cette prescription. Et on va développer chez cet individu un genre de toxicomanie induite, c'est-à-dire qu'il devient dépendant aux benzodiazépines, donc il répond à la définition de la toxicomanie et encore de la pharmacodépendance.
classification des produits psychoactifs. Psychoactifs, qui sont en cours dans la toxicomanie, actifs cérébrale. Les critères qui font qu'il y ait cette classification sont multiples. On peut se baser sur la gravité de l'intoxication, on peut se baser sur les critères psychopharmacologiques, sur l'utilisation du toxique. Ici, en Algérie, on a fait une petite classification qui est quand même assez pratique, qui nous fait classer les produits selon leur ordre de fréquence, c'est-à-dire l'ordre d'utilisation. Le plus utilisé, évidemment, ce sont les hallucinogènes. Les hallucinogènes, c'est-à-dire ceux qui provoquent des visions. Il y a en premier lieu le cannabis, le LSD et les dérivés de la mescaline. La mescaline est un champignon vénéneux. Les sédatifs en deuxième lieu, tels que les benzodiazépines, les opiacés, l'opium, l'héroïne, la morphine, certains drogues synthétiques, tels que le dolosa, et les stimulants antiparkinsoniens de synthèse, tels que l'ARPA, la cocaïne et les amphétamines. Dont le CMD, le DHR, permet de dépendance, la vie. Ce sont des critères diagnostiques, là, vous ne les apprenez pas. Des critères diagnostiques des différents des différents produits qui sont en rapport avec la pharmacodépendance. Comme je vous ai dit, toutes les consommations psychoactives ne relèvent pas de la pharmacodépendance. Elles peuvent être occasionnelles. Une seule fois, deux fois, puis on arrête. Mais il faut parler, on ne parle de toxicomanie que si la consommation devient chronique, occasionnelle. Certes, c'est une toxicomanie, mais pas dans le sens de la chronicité. Oui, facteurs culturels, comme je vous ai dit, musicales, traditionnellement, certaines professions sont exposées au risque, et la consommation régulière de médicaments sous contrôle médical, comme je vous ai dit. Bon, nous allons aborder l'examen d'un patient présentant une pharmacodépendance. C'est très important. C'est très important. Parce qu'il faut savoir que ces sujets, des fois, ne s'adressent peu aux psychiatres, ils s'adressent à d'autres spécialités, plus particulièrement aux médecins généralistes. Le plus souvent, on retrouve ces sujets une notion de négation, c'est-à-dire qu'il ne reconnaît pas qu'il est toxicomane, il dit, parfois il nous dit non, je ne prends pas. C'est soit la famille, rarement un collègue de travail, il y a de la manipulation dans les traitements, je prends pour se calmer, pour dormir. Il est comme une fuite face à cette crise de toxique. Mais si on voit chez nous en Algérie, lorsqu'ils sont ramenés par la police ou dans le cadre d'un examen d'office ou dans le cadre d'une expertise, on trouve. Mais pour qu'ils viennent d'eux-mêmes se présenter pour une prise en charge, là c'est plus ou moins rare. Mais ça commence à avoir de l'écho et certaines personnes viennent, plus particulièrement lorsqu'ils se marient, les gens veulent se débarrasser de cette conduite et ils viennent consulter dans les sortes de désintoxication, même chez nous, pour qu'on puisse faire un bilan psychologique et les adresser aux services concernés. Très important, il faut le lire et le relire. C'est très simple et c'est très clair. Puis l'examen minutieux précisera tout d'abord quel est le toxique. Il s'agit d'hallucinogènes, stimulants, tranquillisants, tout d'abord, et la manière dont il est pris. Chaque produit a sa manière, parfois par voie intra-subcutanée, par aspiration nasale, morphine, cocaïne et héroïne, fumée, c'est la cocaïne ou le cannabis, c'est kiff, avalé, chira ou kiff, sous forme de confiture, mélangée à du gâteau, à du miel.
Et on a aussi les benzodiazépines associées de l'alcool. Ils prennent une benzodiazépine type par exemple Tranxène, Kieti, et ils boivent de l'alcool. Et les modalités de la consommation. L'examen de les modalités de la consommation. S'agit-il d'un seul produit ou le sujet prend plusieurs produits à la fois parce qu'il peut fumer du kiff, prendre des benzodiazépines et boire de l'alcool. Attention. Des fois, toutes ces conditions, toutes ces conduites, toutes ces drogues sont mélangées. La prise est-elle, il faut dire, du continu, dans quelle quantité, comment se procure-t-il, le lieu de la consommation, est-ce qu'il est seul en groupe, et est-ce que cette consommation a un impact, ça a des conséquences sur la profession, est-ce qu'il travaille, est-ce qu'il est marginalisé, est-ce que c'est un délinquant, c'est un voyou, etc., etc. Et il faut rechercher aussi comment se procure-t-il cette drogue, combien elle coûte, quels sont les moyens financiers dont il dispose pour pouvoir acheter de la drogue, parce que c'est un peu cher. Hein? On m'a dit que le bâton, comme ils disent, le bâton de la cocaïne, coûte 1,3 million. Bien sûr, coûte 1,3 million. Je dois vérifier ça, mais on m'a dit ça. Je dois vérifier et que une petite tranche de kiff de l'algate en Canada coûte dans les 500 dinars. Hein. Je ne sais pas si c'est encore valable. Mais la cocaïne, c'est très très cher. Le gramme, je ne sais pas quoi. On m'a dit qu'il coûte 8000 dinars. Mais avec l'inflation, etc., il a monté de prix. On dit que le bâton, ça coûte 13 000 dinars, 1,3 million. Et le recherche psychologique, il peut vivre une semaine dans les médias dans certains cadres juridiques dans les médias, aussi il y a accident, il y a pas de fait, mais certains produits restent dans le sang même et les urines surtout, même dans certains autres. Maintenant, nous allons aborder proprement dit le cours des substances psychoactives qui sont subdivisées en 3 grands groupes. Les psycholeptiques. Les psycholeptiques, ce sont des substances qui entraînent des troubles de la personne, c'est-à-dire qui perturbent l'activité psychique. Ils entraînent des émotions, des troubles de la conscience et des altérations de l'affectivité, c'est-à-dire dans le sens soit de la dépression ou de la maladie. Ce sont des produits extrêmement dangereux. Le chef de file, c'est le cannabis. C'est la substance la plus utilisée dans le Maghreb. Elle a plusieurs noms. Rifa, Kif, Marijuana. Dans le Maghreb, on la retrouve sous le nom de Shira, Kif, Majoun, Krouri. Elle peut être fumée en cigarette ou mélangée à d'autres produits. Le principe actif est le 9 hydrocannabinol, THC, c'est le principe actif. Oui, une cigarette contient environ 40% de THC. Le tétrahydrocannabinol, c'est le produit actif. Hein. Ce sont des feuilles qui peuvent être séchées, ou puis broyées, et confit tabac et être fumées. Une cigarette contient 1 à 15% de THC. Les effets, l'ivresse cannabique, lorsque le sujet fume, il va y avoir une euphorie, c'est-à-dire qu'il va être un peu jovial, exaltation sensorielle, c'est-à-dire qu'il va avoir des couleurs plus prononcées, ce qui est rouge, il va devenir encore plus rouge, ce qui est noir, il va devenir, et un état d'euphorie, comme s'il était joyeux. C'est la même chose, là, rien plus entière. Bon, et une torpeur exaltatique, c'est-à-dire un grand plaisir. Bon, à faible dose, lorsqu'on une cigarette qui ne contient pas de THC, elle donne un état de d'euphorie, de relaxation et de détente. Bon, les couleurs, les sons apparaissent plus intenses, il y a de l'imagination, de l'illusion, une distorsion perceptive, c'est-à-dire il voit les sujets il voit les maisons, les alentours, tout ce qui est environnement, il voit déformer dans la forme et le contenu. Et des perceptions du repère, oui, il ne sait pas où il est, il ne sait pas s'il s'agit de lui, à faible dose. À dose très très élevée, il peut y avoir une personnalisation. C'est un état anxieux, très genre d'attaque de panique, genre d'état anxieux aigu,
avec des hallucinations, c'est-à-dire qu'il voit des choses et des troubles confusionnels. Nous avons vu la confusion. Et quelques signes symptomatiques, quelques gestes de la bouche et tachycardie faible et grande dose. Dans le sevrage, il y a une dépendance psychique. La dépendance physique n'existe pas. On peut arrêter la prise de kiff, hein. On peut arrêter la prise de kiff, la complication aiguë, il y a des crises d'angoisse, il y a de la dépression, il y a des états confusionnels, dans les intoxications chroniques, on peut trouver des troubles chimiques tels que la dépression, les syndromes amotivationnels. C'est-à-dire que le sujet ne travaille pas, il y a une incurie, il ne s'habille pas très bien, barre de plusieurs jours, et tendance à l'isolement. C'est un état d'amotivation, c'est-à-dire qu'il n'a pas de motivation. Voisin de certains états de froideur schizophrénique. Hein. Il y a aussi l'antérieur, la pragmatisme. Et on a décrit des états psychotiques atypiques qui peuvent être causales d'une schizophrénie. C'est pas encore vérifié, mais on a décrit dans le Maghreb surtout des organisations psychotiques qui posent le rôle. Est-ce que le toxique a été à l'origine ou seulement il avait une fragilité auparavant de la personnalité ou de la constitution qui a fait qu'il y a un déclenchement de cette organisation toxique, et plus particulièrement schizophrénique. Les hallucinogènes ne sont pas fréquents dans notre pays. Le LSD, c'est un produit chimique qui a été synthétisé par un chimiste allemand qui s'appelle Hoffmann. Il y a la mescaline qui est extraite d'un cactus d'Amérique du Sud qui s'appelle Pyrrole, et psilocybine extrait d'un champignon d'Amérique du Sud. Il n'est pas disponible chez nous. Ce sont des produits qu'on retrouve dans la nature. Oui, ce sont des produits qui provoquent des états psychotiques aigus, hein, très dangereux. Et le plus souvent, il est donné sous forme de gouttes, dose insignifiante. Oui, en faible dose, il peut provoquer des effets pendant plusieurs heures. C'est en fonction de la zone consommée. Oui, ils sont consommés par voie orale. Le plus souvent, on est dans un buvard ou sur le site et on invite ce produit. Le LSD, le dans des hallucinogènes, ils ont un état psychotique, une réaction psychotique aiguë, même à des doses insignifiantes. Il est utilisé surtout dans certains pays occidentaux et les États-Unis d'Amérique. Oui, c'est sous les troubles perceptifs, distorsion, illusion, les couleurs deviennent intenses, exubérantes, les formes s'estompent, les couleurs se transforment, troubles de la conscience, oui, il perd ses repères, dépersonnalisation, troubles de la mémoire, troubles chimiques, le plus souvent dans le sens de l'euphorie, faut rire, crise d'euphorie, commence à rire, des heures et des heures, parfois triste, des troubles somatiques, céphalées, troubles digestifs, le sevrage. Il n'y a pas de manifestation physique, les complications, elles sont fréquentes et considérées en mauvais voyage. Lorsqu'ils prennent cette drogue, il y a de véritables psychoses aiguës de type paranoïde, c'est-à-dire une véritable bouffée délirante. Oui, il y a ce qu'on appelle les flashbacks. Après 24 heures de la prise en charge, il peut y avoir une genre de réviviscence, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle une réapparition de cette psychose, 24 heures après la prise. Hein. Heures après la prise. Maintenant, nous passons au sédatif. إبراهيم راني نقري معاه. يا إبراهيم يا راني نقري. واه تاش كواغا تاش واش من كواغا. لا ما عندي أنا ما ديت تحية.
لا لا ما تزيد انا مقري ما بديت تحية اقول لها شوف وين جاتهم فقط ما تشكليه ما جيت انا مقري. Bon, on continue le cours, je m'excuse de ce contretemps. Il y a les tranquillisants et les hypnotiques. Bon, et les barbituriques. Autrefois, ce sont des produits qui étaient donnés pour le sommeil. Ils sont plus disponibles dans le marché algérien. Mais ce qui est disponible, ce sont les benzodiazépines, Valium, Rivotril, Rypnol, Xanax. Ce sont des produits qui sont prescrits en toute légalité, avec des règles de prescription que vous avez peut-être vues dans le cours des psychotropes. Et la plupart d'eux sont prescrits par les médecins et ne respectent pas les modalités de prescription, ce qui fait qu'il entraîne une pharmacodépendance induite par les médecins, parce que les règles, vous savez très très bien, hein, sont très strictes en matière de prescription. Oui, sous forme de comprimés, parfois la consommation se fait par voie IV. Les effets, il entraîne un tas de relaxation et le sevrage. Oui, le sevrage entraîne une dépendance physique et psychique. Oui, il est marqué par des tremblements, des palpitations, des crises convulsives, des troubles sensoriels. Oui, en cas de polytoxicomanie, lorsqu'il s'est associé à l'alcool, il se manifeste par une confusion mentale avec délire onérique. Les complications sont celles rapportées au surdosage. C'est une dépression respiratoire d'origine centrale, il s'agit d'un coma calme. Et le danger est surtout représenté pour les sujets qui prennent ces produits, on leur donne des conseils concernant la conduite automobile et le travail dans des lieux dangereux. L'intoxication chronique entraîne une dysarthrie, des ralentissements, et une extraction anxieuse permanente. Ce sont les complications aiguës et chroniques de la prise des sédatifs. Bon, les opiacés, l'Afion, les opiacés, ce sont des produits extrêmement redoutables, bien sûr, parce qu'ils sont responsables de bons dégâts au niveau des États-Unis d'Amérique. Oui, l'héroïne est la drogue la plus grave, parce qu'elle entraîne un état de dépendance 3 à 4 heures après la prise. On appelle ça poudre blanche. Elle est injectée en sucranée, en IR, ça durée d'action de 4 à 5 heures. Oui, l'opium peut être fumé ou ingéré. Autrefois, pendant l'époque coloniale, les gens qui travaillaient dans l'Indochine emmenaient ce fameux opium, l'Afion, et le plus souvent, il était fumé ou ingéré avec des gâteaux de préparation. Certains produits qui ont des composants morphiniques sont utilisés en pharmacie, vu leurs propriétés analgésiques, qui sont de puissants antidouleurs, type Pafium et Dolosal. D'autres médicaments, tels que n'est plus disponible. N'est plus Neocodol, c'est un suré antifuscide qui contient une infime quantité de morphine. Et certains toxicomanes achètent 2, 3, même 5 flacons pour pouvoir prendre cette fameuse morphine qui est dans le sirop. Les effets, oui. Oui, dans les périodes d'installation, la première prise est assez un peu particulière, marquée par l'euphorie, avec exaltation sensorielle. Les injections IV provoquent un état de sensation un grand plaisir, qu'on le compare parfois à l'orgasme.
d'héroïne. Oui, l'euphorisation dure 2 à 3 mois et des fois il est nécessaire de renouveler la dose. On peut arriver jusqu'à 10 à 20 ampoules de jour et ça entraîne dans l'immédiat un phénomène de dépendance physique et psychique. Voire l'arrêt de la consommation pour un véritable cauchemar. C'est un syndrome somatopsychique, représenté par des larmes ignorées, fièvre, bouffées de comblement, angoisse, et la recherche de l'opiacé devient la seule préoccupation. La complication, c'est une urgence médicale, ce qu'on appelle l'overdose. Le plus souvent, le sujet décède. Il s'agit d'une dépression cardio-respiratoire, avec des convulsions, coma et myosine cérébrale. L'intoxication chronique, ce sont les intoxications des injections répétées, type hépatie, infection, les complications somatiques, et nerveux, altération de l'état général, et on a des états de confusion. Et un jour d'apragmatisme avec l'éventuel de l'idée et d'indifférence émotionnelle. En troisième lieu, l'éther et les solvants organiques. Voilà, c'est fréquent dans notre culture, extrêmement fréquent. Certains sentir, l'école, les solvants, ce sont le plus souvent le fait d'adultes jeunes qui vont chez le droguiste et il achète ses drogues. Il achète l'alcool, il achète les peintures, il commence à les sentir. Et ça donne une ataxie, certaines confusions, des crises convulsives. C'est très très dangereux. Il y a eu même des décès chez ces adolescents. Oui, on a remarqué à la langue, lorsqu'il y a prise chronique, il peut y avoir des neuropathies périphériques et ces produits peuvent devenir immunodépresseurs. Bon, en dernier lieu, nous allons voir les stimulants type Artan. Il est utilisé souvent par certains toxicomanes car il donne un effet soi-disant remontant. Et plus souvent, il est associé à l'alcool. On consomme, ce sont des médicaments qui en sont prescrits, ils sont déjà à 5 mg et 2 mg, ils sont prescrits pour lutter contre les effets secondaires des neuroleptiques. Et ils peuvent consommer jusqu'à une dizaine. Ça donne comme un état d'euphorie de subexcitation. On n'a pas constaté le syndrome de Chopin chez le toxicomane, consommant exclusivement de l'Artan. Il n'y a pas ni de phénomène de dépendance en dehors de l'augmentation de l'anxiété. La cocaïne, comme amphétamine, c'est un produit, c'est un feuille de coca qui est planté en Amérique du Sud. Elle est habituellement inhalée, oui. Elle est habituellement inhalée par le narine, ce qu'on appelle le sniff. On dit le crack, c'est un dérivé de la cocaïne, il est fumé et il entraîne une force dépendance. La cocaïne entraîne une euphorie avec stimulation intellectuelle, hypersomnie et des délirants de persécution avec hallucination. Ce sont les effets de la cocaïne. Euphorisant, c'est un euphorisant, c'est-à-dire c'est un hormone. C'est pourquoi il est classé dans le groupe des psychostimulants. Et les complications, l'intoxication aiguë, oui, elle donne des idées délirantes, paranoïaques. Oui, à forte dose se complique d'un délirium, des crises convulsives, des manifestations cardiaques et voire même mort subite. C'est la prise aiguë. L'intoxication en rigueur chronique, en dehors de l'utilisation, des complications de l'utilisation par veineuse telles que sida, hépatite, il y a d'autres complications. Nasalérinite, les dystaxis. Ce rage entraîne une recherche désespérée avec la fatigue et l'incurabilité. Oui, l'intolérance à la dépendance est extrêmement importante et sur le plan chronique, on peut avoir des complications neuropsychiatriques, des pharmacopsychoses, des conditionnels, des crises convulsives. Nous allons aborder maintenant l'alcool. L'alcool, depuis longtemps,
puis on lui doit un effet anxiolytique, sédatif. Hein. C'est l'utilisation excessive de boissons contenant de l'alcool éthylique sous forme de bière ou de spirituel, de vin. Il en existe une multitude. Il y a du vin, des apéritifs, du digestif. Et cette consommation, excessive peut se voir soit elle est quotidienne, soit prise massive limitée à la fin de la semaine, soit une prise massive pendant une période. Pendant une certaine période, espacée par de longues périodes de sobriété, c'est-à-dire que le sujet prend pendant quelques jours, puis il l'arrête pendant 6 mois, 7 mois, il reprend une deuxième fois. Donc l'alcool, il a un effet sédatif anxiolytique, il est vendu dans le marché, il contient de l'alcool éthylique, et on existe des bières, il existe des alcools qui sont en contenant, c'est par rapport à le dosage en alcool, des faiblement alcoolisés tels que les bières, d'autres produits sont très fortement alcoolisés, très très forts, tels que le vodka. Il en existe plusieurs sur le marché. L'intoxication aiguë, dont ce qu'on appelle l'ivresse, le sujet commence à titiller, il a être jovial et il passe une certaine baisse de vigilance et il levait des inhibitions, il dit n'importe quoi, mais exception, il dit n'importe quoi. L'alcoolémie dépasse les 3 grammes, oui, plus de 3 grammes dans le sang, parce qu'on dose l'alcool, entraîne un coma. Il peut être mortel, ce coma. Avoir hypothermie, il est progressif. L'ivresse pathologique. Si c'est un sujet, on a remarqué lorsqu'il y a prise d'alcool, il y a classé, il commence à casser, à crier, à avoir des hallucinations, un délire. Et le plus souvent, il a comme une amnésie, c'est-à-dire il oublie ce qu'il a fait. Lorsqu'il au cours de la prise de l'alcool, le sujet devient dangereux, il est plastique, il casse tout, il se bagarre, il a des hallucinations, il devient délirant. Et en cela, il faut ajouter aussi les accidents de la circulation, les coups de blessures volontaires, l'auto-agressivité, certains homicides et certains meurtres. Complications de l'intoxication chronique, les accidents de cheval. Ce sont des patients qui vont arrêter la prise d'alcool d'une manière assez brutale. On a vu ça avant le ramadan. Ils vont développer ce qu'on appelle le pré-délirium et le délirium tremens. Avant, ils vont développer un certain bon nombre de signes. Le premier signe qui va apparaître, c'est l'insomnie, des cauchemars, avec certains paresthésies, des troubles digestifs et surtout des tremblements. Si je commence à prendre. Il s'ensuit des crises convulsives pendant 48 heures. Il précède le début. Crise convulsive qui précède le véritable délirium tremens. On est là dans le pré-délirium tremens. Ce sont des conditions, telles qu'on voit les conditions, une crise convulsive, parfois même généralisée, parfois même généralisée, dans les 48 heures après le début du cheval. Oui, possible. Peut-être plus. Et on a le délirium tremens caractéristique. C'est une confusion mentale avec production délirante, agitation, une urgence médicale, ce sont une des étiologies de la confusion. Les conséquences métaboliques de l'alcoolisme, il y a l'encéphalopathie alcoolique de Gaël-Van-Nicky, le syndrome de Korsakov, et les démences alcooliques. Bon, pour ce qui est de la présentation et de la prise en charge, les lois sont répressives, c'est-à-dire si le sujet prend ou consomme ces drogues, pas l'alcool, il est passible de poursuites judiciaires. Toutefois, lorsque le sujet se présente de lui-même ou par le biais d'une ordonnance du parquet, pour une éventuelle cure de désintoxication, on va entamer ce qu'on appelle la cure de sevrage. Tout d'abord, un des éléments fondateurs de la cure de sevrage, c'est la motivation. Il faut que le sujet soit motivé.
Bon, la motivation, des fois, on a recours à certains moyens d'information tels que la radio, la télévision, certains médias, on les considère comme médias publics, plus particulièrement des emails, messages et des associations qui s'occupent de ça. Mais la condition sine qua non, si le sujet ne veut pas ou n'entend pas tous les démarches, qu'elles soient administratives ou médicales, pour pouvoir être sevré, on ne peut rien. Hein. Mais toujours est-il que certaines, certaines approches psychologiques permettent d'entamer un dialogue et de faire valoir l'intérêt du prise en charge d'une toxicomanie. On lui dit qu'il faut arrêter, comment il faut arrêter, qu'est-ce qu'il y a. Une fois la décision de motivation installée et prise, on l'oriente vers une structure dite de tir de désintoxication. Il en existe en Algérie peut-être 5 ou 6. Il y en existe une à Sidi Charmi et une à Blida. Schématiquement, il en existe 4 situations. 4 situations qui, en quelque sorte, schématisent la prise en charge. La situation la plus favorable est que le sujet vient de lui-même, il accepte d'arrêter le traitement, il n'y a pas de grands troubles psychiatriques, et le produit en cause, il est, en quelque sorte, il n'y a qu'un seul produit. Par exemple, il ne prend que du kiff, ou il ne prend que de l'alcool, c'est autre chose, il ne prend que du kiff. Et il vient consulter pour arrêter cette prise en charge. On peut entamer ce sevrage en ambulatoire, c'est-à-dire en externe. Il peut y avoir une association, les membres de la famille, médecins, oui, on peut s'aider de médecins généralistes. Oui, et on peut prescrire le médicament avec des règles de prescription, comment l'arrêter, qu'est-ce qu'il est en des antidépresseurs, certains anxiolytiques. Et on fait une prise en charge qui peut durer 2 mois, 3 mois, jusqu'à 6 mois, pour que le produit s'arrête, pour qu'on puisse arrêter le produit. C'est une situation idéale. Elle n'est pas tout le temps présente, mais parfois on a eu affaire à cette situation idéale. Bon, la deuxième, c'est la prise ancienne, plusieurs années, là il y a trop. Donc il faut, dans ce cas-là, l'hospitalisation est nécessaire. On invoque l'hospitalisation médicamentaire aux hépatogènes, mais le plus souvent, on peut faire ceci parce que ces patients le plus souvent sont très agressifs, très turbulents, et l'entourage soignant développe une contre-agressivité à leur égard. Et l'hospitalisation psychiatrique est très mal vue. Hein. Pour ceux qui utilisent des drogues vraiment très dures, le chauffage nécessite une prise en charge en milieu psychiatrique. Il faut tout d'abord traiter les complications qui sont sévères, puis l'adresser au centre déspécialisé, ce qu'on appelle les cures de désintoxication. Oui, la prise en charge est très près. Le centre de cure de désintoxication, elle obéisse à une prise en charge un peu particulière. Il doit signer des papiers, il doit se plier à certaines conditions. C'est une hospitalisation libre. S'il veut sortir, il veut sortir. Si on trouve chez lui de la drogue ou s'il cache quelque chose, là, on le fait sortir dans l'immédiat. C'est une hospitalisation libre un peu particulière. Hein, dans les centres de cure de désintoxication, par exemple à Sidich. Et le dernier groupe, c'est un groupe qui, il faut le citer, ils n'ont aucune envie d'arrêter. Le plus souvent, il vient par le biais de la justice. Ils ont agressé, ils ont volé, ils ont agressé, ils ont cassé la pharmacie. Donc c'est des problèmes médico-légaux. Là, il y a tous les produits psychoactifs, c'est pas à prendre ce tableau, il faut seulement le lire. Oui, ces personnes le plus souvent, il y a des troubles de la personnalité, plus particulièrement la personnalité psychopathique. Et le milieu social, très. Il n'y a pas de législation, il n'y a pas de centre pour ces jeunes. Ce n'est que de la théorie. Le plus souvent, ils vont en prison.
c'est le plus souvent. Ils vont en prison. Ils ne place ni dans l'hôpital, ni dans... Elle est en prison pour ces gens-là. Oui, la prise en charge, elle est très longue. Elle est jalonnée de récidives et de complications. On ne peut rien faire. Et en conclusion, il faut invoquer le rôle psychologique, le rôle des associations, le rôle des familles. C'est très important. Donc le problème de toxicomanie, il a été vu dans ces différents coins, de la définition jusqu'à l'examen, les différents produits psychoactifs. Et on a adjoint dans ce cours l'alcool, on a parlé un peu de l'alcool, et on a parlé de prise en charge plus globale, plus générale. La prise en charge, elle diffère de chaque produit, mais elle est plus globale et plus... Question. Maintenant, on a terminé. S'il y a de poser des questions, je peux poser des questions. Des questions neuromédicales et secondaires. Pas plus. Oui, le cours est inscrit dans l'examen, bien sûr. Le tableau, il ne faut pas l'apprendre. Il faut seulement lire. Le cours est inscrit dans l'examen. La dépression développique et secondaire. Je ne sais pas. C'est mesure qui décide. C'est la chef de module. On n'est pas d'accord s'il s'agit de PCM ou de secondaire. On n'est pas. Il faut lire comme s'il s'agit de PCM et de secondaire. Non. Elle n'est pas créée de dépendance, pas à ma connaissance. Non. Elle n'existe pas. Non. Elle n'existe pas à ma connaissance. Non, pas classification SIAM. Vous n'apprenez pas. L'ecstasy est un amphétaminique.